Le propos que je vais développer traite de l'oral et des apprentissages afférents. Comme Christine, dont je remercie que je remercie pour son intervention, pour sa présentation, l'a dit, l'oral va se trouver à la fois objet d'apprentissage et vecteur d'apprentissage. Alors l'oral réapparaît de façon forte dans les programmes. Il a toujours figuré dans les programmes scolaires depuis que l'école existe. Il y avait toujours lire, écrire, parler dans les programmes, mais cette fois une place plus importante lui est donnée et il apparaît dans les premiers éléments décrivant le contenu de la discipline française. Ce qui fait que ça pose un certain nombre de problèmes et en même temps c'est un certain nombre d'avantages. Donc je vais essayer de justifier cette place et puis de donner quelques éléments. Alors mon propos s'organisera de façon, je dirais, à la fois rhétorique mais avec une entorse au plan rhétorique. C'est-à-dire que dans une première partie, je vais expliquer pourquoi il est strictement impossible d'enseigner l'oral et dans une seconde partie, pourquoi il est possible d'enseigner l'oral. Et je ne ferai pas de synthèse puisque je terminerai sur cette deuxième partie. Toutefois, dans la première partie, j'essaierai malgré tout de donner un certain nombre d'indications sur les précautions didactiques et pédagogiques qu'on doit mettre en œuvre pour faire de l'oral un objet d'enseignement. Voilà. Alors le premier point, donc je passe à la diapo suivante, pour ceux qui ont directement accès au diaporama, la chose est visible. L'oral est quelque chose d'extrêmement difficile parce que c'est un objet qui est tout à fait multidimensionnel, qui a quantité de facettes, et toutes ces facettes sont mobilisées en même temps. Alors, si on suit le développement des individus et si on s'intéresse aussi aux circonstances, certaines facettes sont évidemment prégnantes à certains moments et d'autres le sont à d'autres moments, mais l'oral oblige sans arrêt met sans arrêt en jeu différents éléments. Une dimension affective, interactionnelle, cognitive, etc., linguistique et sociale. Donc je vais, dans cette première partie, développer chacune de ces dimensions, mais il faut toujours avoir à l'esprit que ces dimensions sont tout le temps coprésentes dans toutes les situations dans lesquelles se manifeste de l'oral. Et c'est bien pour cette raison-là qu'il y a une difficulté à enseigner, c'est qu'on ne peut pas agir simultanément sur l'ensemble de ces dimensions. Cependant, les prestations orales étant multiples, on peut mettre l'accent dans l'enseignement sur tel ou tel de ces aspects. Alors, dimension affective et dimension sociale, je vais les relier ici pour les présenter. Parler, c'est une manière extrêmement forte de s'exposer au regard des autres. Et donc, c'est une prise de risque très importante. On sait que dans les classes, par exemple, quand on demande à des élèves de réciter une récitation, un poème qu'ils ont appris, ils se trouvent soudain englués, paralysés, ils ont une petite voix, ils s'expriment avec difficulté, c'est une attitude assez fréquente, alors que ce sont des élèves qui n'ont pas de difficultés particulières d'élocution. Parce que l'oral les expose, ils se cachent bien plus, ils peuvent bien se cacher davantage par l'écrit, et plus encore par l'écrit dactylographié qui masque un certain nombre d'éléments. L'oral trahit tout, et donc l'oral a cette dimension sociale et affective qui est importante. Il a d'autres dimensions que je vais détailler davantage. Affectif aussi parce que le ton de la voix, un certain nombre d'indications, signale de façon extrêmement forte les rapports interpersonnels. C'est pas seulement le contenu des propos, c'est un certain nombre de modulations qui vont être le vecteur de ces rapports affectifs. Alors dans la classe, c'est une des dimensions qui entre en jeu, c'est peut-être pas celle sur laquelle on peut agir. Je vais maintenant détailler un peu plus un aspect important qui nous concerne
vraiment en tant qu'enseignant, ce sont les dimensions sociales de l'oral. L'oral est un marqueur social, un marqueur identitaire, c'est-à-dire qu'il permet, d'une part, par ses caractéristiques, à un individu de se situer dans une communauté particulière, mais il permet aussi aux autres d'identifier que cet individu appartient à telle ou telle communauté. C'est un marqueur très très fort, donc avec des aspects positifs et négatifs. Ça permet à des élèves, par exemple à des adolescents, de se reconnaître comme appartenant à un groupe de pairs, mais ça permet aussi à des personnes d'identifier le milieu social et par voie de conséquence le milieu culturel de la personne, et quelquefois dans le monde de l'enseignement d'avoir un jugement préconçu sur les capacités ou non de réussir de cette personne en fonction de cet élève en fonction de son milieu. Alors deux exemples pour illustrer cet aspect-là de l'oral. Les enfants très jeunes, les enfants du début du cycle 2, des enfants de cycle 1, de CE1 de l'école, sont capables, en entendant des enregistrements, de déceler le milieu professionnel des personnes qu'ils ont entendues. Ils peuvent dire c'est la voix du papa médecin ou c'est la voix du papa ouvrier, alors qu'on a demandé à l'adulte de faire à peu près la même prestation, c'est-à-dire de présenter un itinéraire. Et c'est à la voix qu'ils reconnaissent. La voix est en effet porteuse de marqueurs phonologiques, et ces marqueurs phonologiques sont extrêmement puissants. Bizarrement, je dirais plus encore que le contenu ou que la forme linguistique. Si vous dites ce film était vraiment naze, ou si vous dites ce film était vraiment naze, on va reconnaître à votre diction le milieu auquel vous appartenez, alors que les propos sont exactement les mêmes. On peut se permettre de parler argot quand on parle un peu pointu et avec un ton distingué, et on n'est pas trahi pour autant. Alors ça, c'est un élément important à prendre en compte. Une deuxième facette de cela, si l'oral classe les individus dans des groupes, il peut aussi, lorsqu'il est travaillé scolairement, classer les individus dans une autre communauté qui est la communauté scolaire. Et notre travail d'enseignant, c'est bien ça, c'est de faire appartenir les élèves à une communauté particulière qui est celle de la classe et qui a un certain nombre de règles, et de règles de communication, de règles de circulation de la parole. Donc l'oral va être ici un véhicule de cette communauté. Troisième élément à prendre en compte, nous vivons dans une société qui est... les sociétés occidentales, de façon générale, sont scriptocentrées. C'est-à-dire que l'écrit est considéré comme la référence. Et le modèle de transmission de la culture par l'écrit est absolument dominant. Cela fait qu'on a eu tendance à l'école à opposer l'oral et l'écrit et à les mettre en concurrence. Il est vrai que c'est une mission fondamentale de l'école que d'enseigner l'écrit, parce qu'il n'y a qu'à l'école qu'on apprend l'écrit. La famille donne des indications, mais véritablement, les apprentissages relatifs à l'écrit font partie de la mission la plus forte de l'école. Et cette mission-là a fini par faire disparaître l'idée que l'école avait aussi une mission de transmission de l'oral d'une certaine façon. Je dis ethnocentrée parce que les cultures orales sont
disons, peu reconnue par l'école. Or, si on pense que l'Iliade et l'Odyssée appartiennent à la culture orale, on peut relativiser ce point de vue. Enfin, dernier point à prendre en considération dans les aspects sociaux relatifs à l'oral, cette idée qu'il existe des genres oraux codifiés, dont la codification peut être apprise soit de façon informelle, soit de façon plus formelle. Un exemple de codification explicite, l'interview réalisée par un journaliste. Les journalistes pratiquent un métier pour lequel ils s'appuient sur finalement un certain nombre de conduites qui sont bien travaillées, et conduire un entretien pour un journaliste, c'est quelque chose qui est très codifié. En revanche, la conversation familière, on a l'impression qu'elle n'est pas codifiée. En réalité, elle l'est. Elle l'est parce que, par exemple, lorsque vous êtes en situation d'échange avec quelqu'un et que vous voulez quitter cette personne, eh bien, vous faites plusieurs signes avant de quitter complètement la conversation. Vous dites bon, c'est bientôt l'heure, bon, eh bien, on va terminer, etc. Vous avez un certain nombre de marqueurs, c'est-à-dire qu'il y a des règles pour entrer en communication et pour finir la communication. Eh bien, ces règles-là s'apprennent socialement, ils sont propres aussi à différents milieux, et dans la classe, il y a un certain nombre de règles, et il est important que ces règles soient explicites si on veut que les élèves réussissent leur carrière d'élève. Il ne faut pas simplement il faut les pratiquer, mais aussi les rendre explicites. Alors, je vais conclure cette petite partie-là. Chacune des facettes, disons, je précise ma méthode, pour chacune des facettes de l'oral, je précise les fonctionnements, et je termine par quelques conclusions pédagogiques ou didactiques. Celle-ci, à propos des dimensions sociales et affectives, c'est deux conseils qu'on peut se donner à soi-même. L'idée véritablement de la communauté qu'est la classe, c'est une communauté qui est réunie par, disons, l'intérêt intellectuel. Les élèves ne le savent pas véritablement, mais on est là pour vivre ensemble, pour apprendre ensemble, pour focaliser son attention ensemble sur un certain nombre d'objets. Et échanger à propos de cela, c'est vraiment faire un groupe. C'est pas simplement recevoir chacun du savoir, c'est échanger à propos du savoir pour être dans ce groupe. Les Américains parlent de communauté académique, et c'est bien ça, c'est un ensemble de personnes qui apprennent. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et en même temps, il est très important de préserver la face des élèves. Les élèves appartiennent à plusieurs communautés. Ils appartiennent à une communauté qui nous intéresse, qui est la communauté de la classe. Mais ils appartiennent à la communauté des pairs, qui est une communauté aussi socialisante, à la communauté de la famille, à la communauté des voisins. Et ces autres communautés ont toutes leurs valeurs. Il faut bien montrer que dans la classe, on a un certain nombre de fonctionnements, que les autres fonctionnements ne sont pas indignes, ni subalternes, ils sont autres parce que nous sommes tous faits d'une pluriappartenance. Dans un pays qui connaît des problèmes relatifs, qui s'interroge sur la laïcité, cette idée de pluriappartenance est une idée tout à fait essentielle. Voilà. Donc ça, c'était des précautions à prendre concernant les aspects socio-affectifs de l'oral. Deuxième caractéristique de l'oral, ce sont ces dimensions cognitivo-langagières. Alors, je distingue langagier et linguistique. Langagier, c'est tout ce qui renvoie à des fonctions cognitives de très haut niveau. Et linguistique, c'est tout ce qui renvoie au fonctionnement d'une langue particulière.
Donc le langagier peut s'exprimer à travers de toutes les langues, mais ses fonctions profondes concernent les individus, quelles que soient donc les langues qu'ils parlent. Alors, sur le rapport entre langage et pensée, il coexiste deux opinions, deux conceptions qui ne s'opposent qu'en partie, en fait. L'idée traditionnelle, c'est que la pensée précède le langage. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. C'est l'idée qu'on pense d'abord et on trouve ensuite les mots pour le dire. Cette idée a irrigué, disons, on va dire, tout notre enseignement. Mais il y a une deuxième conception qui est apparue avec les études de développement et de psychologie, et même chez les philosophes du langage, cette conception est apparue il y a assez longtemps. L'idée que peut-être les choses se passent dans l'ordre inverse, c'est à partir de la question, y a-t-il une pensée hors du langage? Et se dire que quand on essaye de parler, c'est en essayant de parler qu'on va produire de la pensée. Voilà. Essayer de s'exprimer, c'est essayer de créer des relations, c'est chercher des mots, c'est appeler des concepts. Construire des phrases, c'est établir des relations, et c'est cela qui va produire finalement de la pensée. Donc, si on est dans une... Alors, pédagogiquement, on voit bien comment ça peut amener deux comportements différents dans la classe, où on va dire, allez, pense les choses. Dans un roman de Marcel Aimé, il y a un personnage dont on dit il pensait dans sa tête. Pense les choses et puis tu les diras après, ou bien, dans certains cas, mais essaye de dire et c'est en parlant que ça va venir. Alors, on a des exemples de ce type de fonctionnement. Ce qu'on appelle l'entretien d'explicitation qui a été lancé par les psychologues, qui consiste à demander à des personnes qui ont une pratique professionnelle de parler à propos de leur pratique, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, ils vont décliner un certain nombre de choses dont ils ignoraient même qu'ils les savaient auparavant. Et c'est bien en tentant de dire que les choses vont venir. Alors on peut ensuite intérioriser le langage. On pense que la pensée se forme chez l'enfant par l'intériorisation du langage. C'est pas il pense d'abord et puis ensuite il trouve les mots. C'est il cherche à dire des choses et en intériorisant, il va apprendre le langage. Voilà. Donc c'est un des aspects importants qui va expliquer certains fonctionnements dans la classe et certains apprentissages. Deuxième ensemble de caractéristiques relatifs aux aspects cognitifs et langagiers, disons, enfin, de la production verbale, c'est que ce sont des processus extrêmement complexes qui sont tels qu'on n'arrive pas à les reproduire véritablement bien par des machines. Vous avez tous expérimenté le contact avec des robots. Et vous savez qu'ils sont quand même beaucoup moins performants que les individus normaux pour traiter du langage. Parce qu'on met en œuvre quantité de processus que je vais essayer d'exposer par un schéma. Et ces processus sollicitent la mémoire, et donc plusieurs niveaux de mémoire. De la mémoire à court terme, enfin ce qu'on appelle la mémoire de travail, et la mémoire à long terme, et c'est un ensemble extrêmement complexe. Donc parler, même dire des choses très simples et très, très banales, est un mécanisme extrêmement complexe. On va le voir sur ce schéma, dans lequel qui est tiré d'un ouvrage d'un psychologue américain, Levelt, et qui est ici très, très simplifié. Mais ce schéma, je vais le déployer. Il y a dans la production de parole 3 modules qui sont activés quasi simultanément
enfin, il y a une partie de chevauchement de temps et il y a une partie de décalage, d'où le recours à la mémoire de travail. Il faut conceptualiser, c'est-à-dire essayer d'avoir une représentation de ce dont on veut parler ou des intentions que l'on veut exprimer. Il faut également trouver les moyens linguistiques, donc dans la langue qu'on emploie, pour communiquer. Et il faut utiliser l'appareil moteur, l'appareil buccal, pour dire les choses. Or, pendant qu'on est en train de dire un mot, on est en train de penser à ce qu'on va dire après. Il y a une sorte de décalage entre le moment de l'émission de la parole et la conception de la parole. Ce décalage est extrêmement faible, mais il explique la difficulté que présente l'acte de parole. Et le fait aussi que c'est très difficile de prévoir une très longue production orale d'un seul coup. C'est difficile de prévoir un énoncé très long. Sauf si on a en réserve des formules prêtes à parler. Si on dispose d'éléments déjà construits, on va pouvoir les mobiliser, les faire venir. Quand on est un jeune élève, on a des ressources qui sont moindres que quand on est un orateur averti. Voilà. Alors, les connaissances qu'on a sur ce dont on parle fournissent donc des repères, aident à la conceptualisation. On va mobiliser du lexique et l'encoder. Or, ce lexique, il faut le mettre en forme au moment où on parle. Ce n'est pas seulement activer des mots, c'est aussi adapter la forme au discours dans lequel on est, à son entourage, syntaxique. Donc, fléchir, fabriquer les formes. En français, les verbes les plus courants, des verbes comme savoir, connaître, prendre, etc., ont environ une 50aine de formes orales différentes. Ça veut dire que soit on fabrique les formes morphologiquement, donc on ajuste des petits bouts, soit on va prendre des formes toutes prêtes. Et je montrerai les conséquences que ça a sur les caractéristiques linguistiques de l'oral, cette difficulté-là. Mais c'est vraiment une des difficultés importantes, en particulier lorsqu'on est dans le cas, par exemple, d'une langue seconde. Alors, ce n'est pas tout, c'est que pendant qu'on parle, on a une boucle de correction, on s'écoute dans le même temps et on opère, s'il le faut, des corrections. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'on a dit quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait dire, donc on se reprend, on hésite un petit peu, on corrige ce qu'on vient de dire, on le répète, on le transforme légèrement. Donc, il y a un système de contrôle qui est activé dans le même temps, qui marche plus ou moins bien, parce que dans le cas du lapsus, on peut soit savoir qu'on a fait un lapsus, soit ne pas le savoir, parce qu'il y avait un mot qui était, à ce moment-là, prégnant, il était disponible au moment où on a parlé, et il s'est glissé dans le discours pour différentes raisons. Mais donc, on active cette boucle phonologique, c'est-à-dire qu'on est l'auditeur de ses propres paroles, en même temps, et le correcteur. Alors, ce dispositif cognitif ce processus cognitif qui est extrêmement complexe, il n'est pas très différent de celui de l'écrit. Ici, je montre sur ce schéma qu'il y a une similitude finalement dans la production verbale orale et la production verbale écrite, si ce n'est qu'au lieu d'articuler, on graphie, et au lieu d'écouter ce qu'on va dire, on le lit. Et les psychologues parlent de boucle phonologique quand on s'écoute et de calepin visuospatial quand on se lit, c'est-à-dire que quand on a écrit, on est capable à peu près de se souvenir à quel endroit
on a mis tel ou tel mot. On a une sorte de mémoire géographique de la disposition spatiale de ce qu'on a écrit. Voilà. En même temps qu'on parle et en même temps qu'on écrit, on exerce une subvocalisation, c'est-à-dire qu'on active les zones de la parole et on se prononce à l'avance ce qu'on va dire, avec quelquefois un certain nombre d'erreurs. Donc, parler, c'est finalement quelque chose d'extraordinairement complexe. Heureusement qu'on n'a pas pensé à tout cela quand on le fait, parce qu'on ne parlerait pas. Mais la conséquence didactique, scolaire, disons, de cela, c'est qu'il sera difficile de demander, il est difficile pour tout individu d'être bon sur tous les plans. C'est-à-dire, lorsque vous allez demander à un élève de faire une prestation orale à propos d'un contenu qui exige de lui beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, quelque chose qu'il ne maîtrise pas complètement, sa formulation linguistique sera certainement hésitante et sera en tout cas d'assez piètre qualité. Alors, ça sera difficile d'exiger en même temps, dans un premier temps en tout cas, la précision lexicale et une réflexion de fond très complète si l'élève travaille sur des phénomènes qu'il ne maîtrise pas très bien. Ce qui signifie qu'il faut des entraînements et qu'avant de faire une prestation orale, il faut travailler ce dont on va parler. Et en même temps, il faudra travailler à certains moments, je dirais, l'improvisation. C'est un deuxième aspect. C'est habituer à faire fonctionner ces mécanismes cognitifs délicats et avoir ce qu'on appelle une sorte de... être capable d'avoir un brouillon oral. Parce que le fait... d'abord, il y a plusieurs éléments qui vont compter. Essayer de dire les choses, c'est essayer de les comprendre. C'est vraiment en essayant de dire qu'on va voir si on y arrive ou pas. Et d'autre part, dire les choses, mettre en bouche, faire passer par sa voix un certain nombre de savoirs, permet de se les approprier. Ça fait fonctionner tout le reste. On n'est pas seulement dans l'articulation, on est aussi dans la mobilisation de tous les autres éléments du processus. Vous le voyez bien dans les classes, quand vous avez posé une question à des élèves, il y a un premier élève qui a levé la main, qui a répondu, il a donné la bonne réponse. Et il y a un deuxième élève qui a envie de lever la main pour donner à son tour la même bonne réponse. Pourquoi ? Parce que ça passe par sa voix. Pour le professeur, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne réponse. Peut-être pas la bonne démarche pédagogique, mais ça correspond souvent à la dynamique du cours. Pour l'élève, ce qui est important, c'est qu'il ait mobilisé tous les mécanismes qui lui permettent de le dire. C'est aussi comme ça qu'il va apprendre. Alors maintenant, quand on a 25 ou 30 élèves, c'est assez difficile de faire pratiquer la chose, mais il faut penser que ce passage par la voix est un mode d'appropriation. Voilà. Et important aussi que les élèves sachent comment ça fonctionne un petit peu, sachent qu'ils sont en train de brouillonner et de chercher des choses à l'oral. Voilà pour le chapitre sur ces dimensions cognitivo-langagières. J'en viens à une troisième caractéristique à propos de laquelle il faudrait que je complète le schéma que j'ai mis tout à l'heure, c'est l'interaction. Interagir, c'est aussi quelque chose d'assez difficile parce que il faut apprendre à tenir compte de la situation. Donc, l'enjeu de la communication, qui peut être simplement le maintien de la communication, ou qui peut avoir des enjeux cognitifs ou autres. L'idée aussi que pour qu'une interaction fonctionne, il faut coopérer, c'est-à-dire
se représenter la compréhension de l'autre, l'état de la compréhension de l'autre, et essayer de lui donner des éléments pour améliorer sa compréhension. Il faut également, et ça ce sont des choses qui doivent être enseignées, comprendre la gestion des places, c'est-à-dire les positions respectives qu'on occupe dans l'interaction et qui font que tel comportement peut être blessant, humiliant, agressif envers tel autre, ou bien amener le locuteur à se placer en situation de fragilité, de danger, d'infériorité, etc. Et ça, ce sont des choses qui doivent s'apprendre, de même qu'on doit apprendre ce qu'est, l'empathie, par l'analyse, peut-être des analyses de situations orales, des analyses d'enregistrement, comprendre comment quelqu'un qui n'a pas forcément de meilleurs arguments peut prendre le dessus sur une autre personne uniquement par la place qu'il lui impose. J'avais suivi des élèves qui échangeaient en mathématiques à propos d'un problème qu'on leur avait posé. Ça représentait un triangle et il y avait différents triangles dessinés à l'intérieur et on leur demandait combien il y a de triangles dans cette figure. Et sur le petit groupe que je suivais, il y avait une élève qui avait bien compris qu'il fallait prendre la chose à plusieurs degrés et que ce n'était pas simplement compter le nombre de petits triangles qu'il y avait à l'intérieur de la figure, plus le grand triangle, mais voir que les petits triangles entre eux dessinaient également d'autres formes géométriques. Elle essaie de dire cela, et c'est elle qui avait raison. Mais dans le même groupe, il y avait une autre élève qui avait un statut supérieur, disons, par son autorité. Ce n'était pas une meilleure élève, c'était une autorité sociale dans le petit groupe. Et donc, elle a discrédité celle qui avait trouvé la bonne réponse, et le groupe a proposé comme solution finale la solution de l'élève qui avait le statut dans la petite communauté le plus élevé, au détriment de l'autre qui avait de bien meilleurs arguments. Donc ça, c'est une histoire de place et d'autorité dans le groupe. Alors c'est intéressant à faire observer cela aux élèves. Et puis, une des caractéristiques aussi de l'interaction, c'est que c'est un double tressage. On enchaîne sur son propre propos et on enchaîne sur le propos de l'autre. Ce qui fait que lorsqu'on met des groupes de travail, des élèves qui doivent travailler ensemble ou construire ensemble, vous pouvez avoir des élèves qui se laissent complètement, enfin c'est la même chose avec des adultes, complètement dominés, c'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois perdre leur point de vue et adopter constamment le point de vue de l'autre. Le dernier qui a parlé a raison. Et au contraire, des élèves qui restent complètement fixes sur leur position, qui n'intègrent pas dans leurs propos les arguments ou les contestations des autres. Or, interagir, apprendre à interagir, c'est apprendre à articuler les deux. Son propre propos qu'on va infléchir, mais pour lequel on va quand même garder sa ligne. Donc c'est un objectif qu'on peut se donner d'apprentissage lorsqu'on va... ça ne sera pas un enseignement explicite, c'est plutôt dans l'étayage des situations d'oral dans la classe, on va se donner cet objectif d'apprendre aux élèves à maintenir leur ligne ou à coopérer en infléchissant leur position en disant mais tu n'as pas écouté ce que disait ton camarade, ou au contraire tu ne maintiens plus ton propre propos. Voilà un guidage pour l'étayage. Alors quatrième et dernière dimension que je vais évoquer ici avant d'entrer dans des aspects plus didactiques, les dimensions linguistiques de l'oral.
assez souvent, on considère que l'oral est moins soigné que l'écrit. On pense que l'oral est quelque chose de familier par rapport à l'écrit. En réalité, il faudrait se dire que ce sont des grammaires différentes. Ce ne sont pas des langues différentes, ce sont véritablement des grammaires différentes qui régissent l'oral et qui régissent l'écrit. Or, nous ne connaissons bien que la grammaire de l'écrit, parce que l'écrit, on peut travailler dessus. On peut avoir à sa disposition les produits et les analyser à loisir. L'oral, on ne peut pas. Alors, en raison des contraintes cognitives de l'oral, un certain nombre de procédés vont prévaloir dans la production orale. En particulier, on va éviter d'avoir à fabriquer des formes verbales compliquées. Là, je parle du français. Selon les langues, évidemment, alors pour des langues qui sont surtout à base orale et dont l'écrit n'est que la transcription, ça ne pose pas de problème particulier. Mais pour une langue comme l'anglais, par exemple, il y a une grande différence entre l'anglais écrit et l'anglais oral, mais je ne connais pas bien ce secteur. En revanche, pour le français, on a pas mal de données. Alors, j'ai mis ici 2 exemples. Nous nous rencontrions tous les jours, c'est une formule d'écrit. À l'oral, on dira « on se rencontrait tous les jours ». Le sujet en « on » est un sujet extrêmement commode qui remplace le « nous » parce que les formes qu'on rencontre le plus souvent sont les formes de la 3e personne, du singulier ou du pluriel. D'autant plus que très souvent, elles sont homophones. C'est la raison pour laquelle on préfère spontanément employer la 3e personne et on dira nous, on ou bien on. Et c'est une caractéristique extrêmement fréquente, y compris chez les personnes qui sont réputées comme parlant très bien. Ça facilite aussi la compréhension, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui écoute, il doit aussi analyser et décomposer. Donc plus on lui présente des formes fréquentes, plus le traitement de l'information sera facile. Ce qui permet à certains moments de glisser du lexique de spécialité. Si on a une morphologie qui est facile, le lexique de spécialité peut trouver sa place. S'il y a à la fois une complexité syntaxique, alors il y en a une dans l'oral, mais elle n'est pas du même ordre, une complexité morphologique et une spécificité lexicale, c'est extrêmement difficile à traiter, le langage, et extrêmement difficile à produire. Et ce serait vraiment difficile à comprendre. Alors, dans les simplifications, il y a le recours à des formes verbales composées plutôt qu'à des formes verbales simples. C'est-à-dire qu'on emploiera le futur périphrastique plutôt que le futur simple. Alors, ils n'ont pas tout à fait le même sens, puisque ça a pu être montré, le point de départ de l'action n'est pas exactement le même dans le futur simple et dans le futur périphrastique. Mais c'est plus facile de dire on va chanter que nous chanterons. Encore, chanter est un verbe assez fréquent puisque c'est un modèle grammatical. Mais on va procéder de cette façon-là. Et l'analyse d'enregistrement montre que 85% des formes verbales employées à l'oral sont des participes ou des infinitifs. C'est-à-dire qu'on emploie les temps composés et des semi-auxiliaires qui permettent d'avoir des infinitifs. Ça évite de fabriquer de la conjugaison. Ça explique aussi pourquoi les élèves qui ont une expérience orale bien supérieure à leur expérience de l'écrit ont un certain nombre de difficultés
morphologique. Autre caractéristique aussi, tendance au décompactage, c'est-à-dire qu'on va, alors que l'écrit est très synthétique, à l'oral, avoir des groupes informationnels avec des reprises et notamment toutes les procédures qui permettent de mettre en relief certains éléments, les formes, les formes du type c'est-que, etc. Tout ce qui est l'encadrement des formules va permettre de disloquer l'information. Alors, il se trouve que on a souvent comme modèle de l'oral extrêmement formel, celui du discours de réception à l'Académie française, mais ce n'est pas ce modèle-là qu'on doit donner à nos élèves, parce que peu d'entre eux auront à en prononcer, et parce que c'est un objectif inatteignable. En revanche, il y a des formes de prestations orales qu'on va pouvoir leur donner. Alors, un élément donc, que j'ai évoqué que je vais ici justifier, les ratés de l'oral, les les reprises, ce qu'une linguiste appelle les boucles de correction. Hein. J'ai dit cela, pardon, non, je voulais dire, ou plutôt, voilà le terme que je voulais dire, toutes ces reprises, ces hésitations, ces reformulations, montrent qu'il y a du travail derrière, qu'il y a du travail langagier qui s'opère derrière, et il facilite la production. Alors, je peux donner un exemple, il facilite la réception. Voilà un exemple de boucle de correction. Une anecdote, il y avait un orateur, enfin un chroniqueur américain qui avait une chronique qui durait à peu près 1 heure à la radio, qui était fort célèbre, et son émission était extrêmement suivie. Et un jour, il commence à recevoir des lettres d'auditeurs mécontents qui lui disent vous êtes beaucoup moins agréable maintenant, avant j'aimais bien suivre vos émissions, mais je trouve que vous êtes plus ennuyeux, c'est plus difficile. Alors il se demande pourquoi, parce que lui il a l'impression de n'avoir rien changé. Et il se renseigne auprès des techniciens et il apprend que son émission était enregistrée avant la diffusion, que les techniciens avaient supprimé toutes les petites hésitations, tous les E, toutes les corrections, et on avait un texte oral qui était beaucoup plus dense, qui permettait de glisser de la publicité. Évidemment, on gagnait 10 minutes pour de la publicité. Mais son texte perdait de la capacité, de la faculté de réception qu'il y avait chez ses auditeurs, parce que sa densité était telle qu'il était difficile à suivre. Donc les petits ratés de la communication ne sont pas inutiles. Voilà. Et comme vous le savez, tous les éléments paraverbaux, l'intonation, le débit, sont des indicateurs importants qui complètent l'information verbale. Dernière caractéristique sur les aspects linguistiques, à peu près tous les individus disposent de plusieurs manières de s'exprimer en fonction de la connaissance qu'ils ont du thème traité et de l'enjeu. Les mêmes personnes enregistrées en situation familiale et en situation professionnelle ne parlent pas de la même façon. Je dirais, quel que soit leur niveau culturel. Professionnellement, ils ont un langage technique qui est plus dense en lexique, dans lequel il peut y avoir des sujets lexicaux, alors qu'il y aura beaucoup plus de sujets pronominaux, même si c'est une redite, du type... je pense à
un ouvrier qui était chargé de l'épandage et qui, dans ses propos, pouvait reprendre les mots ozonation, épandage, traitement des eaux, donc des termes très techniques dans son propos, alors que c'est quelqu'un qui n'avait absolument pas fait d'études. C'est vrai qu'il pouvait dire peut-être le traitement, il est compliqué. Mais on avait un premier sujet qui était un sujet lexical. Et cette tendance au décompactage dont je parlais, qui consiste dans la formule le traitement, il est compliqué, on a une première information, le traitement, et une deuxième information verbale qui est décompactée, qui est il est compliqué, qui est là le prédicat, qui est donc séparé du thème. Voilà un élément donc important, c'est-à-dire que dire que l'oral c'est simple, c'est familier, c'est une vue simpliste. L'oral a beaucoup de contraintes, c'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose qui a beaucoup de variété. Donc avec les élèves, le travail qu'on peut faire, c'est les amener à observer, on va dire, des oraux. Ça fait partie du travail à mener en français, à partir d'oraux enregistrés qui semblent intéressants à étudier, pas seulement du théâtre, de vrais oraux, parce que le théâtre, encore que dans le théâtre contemporain, on a des formes tout à fait intéressantes. Donc, les amener à faire ce travail, également leur montrer, disons, que le passage de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'oral, c'est quelque chose d'assez complexe, qu'il y a un certain nombre de... ça ne peut pas être une transposition, c'est aussi des manières de penser différentes. Et enfin, proposer des modèles qui soient socialement valorisés, qui soient acceptables par les adolescents et accessibles. Je pense au modèle des journalistes. On dit souvent, on se moque parfois de la manière dont les journalistes parlent, parce qu'on signale ça et là une faute de français dans leurs propos, une liaison ratée, un lapsus. C'est vrai que les journalistes sont des humains et commettent un certain nombre d'erreurs. Mais vous avez parmi les journalistes des gens qui font très souvent un travail de qualité et qui peuvent donner des exemples oraux de performances acceptables par les élèves, dans des travaux qu'on peut faire de production d'émissions scientifiques, d'émissions d'histoire, enfin des éléments de cet ordre qui peuvent être faits par des élèves. C'est un exemple de prestation qu'on peut leur proposer, qui est accessible. Donc, quelles sont les conséquences didactiques de la complexité de l'oral? Ça va être mon deuxième point que je vais développer de façon, je dirais, un peu plus technique et plus en prise avec la classe. Se rappeler que dans la classe, l'oral a quantité de statuts. C'est le lieu qui permet au groupe intellectuel d'exister. C'est le lieu où on apprend l'oral. C'est le lieu où on a un usage particulier du langage. Et ça, c'est les points que je vais développer. On parle d'une certaine façon à l'école. Et puis, c'est le lieu où on apprend cette façon de parler. Il ne suffit pas simplement de la mettre en œuvre. Il faut aussi expliciter auprès des élèves ces usages particuliers du langage. Donc, je vais vous proposer quelques pistes de travail. Vous aurez ensuite les diapositives parce que certaines sont un petit peu complexes et sous la forme de tableaux. Alors, peut-être la première question
qu'on doit se poser, c'est celle de qui enseigne l'oral dans la classe, à quel moment ça s'enseigne. Alors, il y a des éléments qui relèvent spécifiquement du champ du français ou des langues. Mais il y a également un partage entre les enseignants, entre les enseignements, et il serait utile qu'il y ait un accord au sein de l'équipe pédagogique sur un certain nombre d'attentes pour que les élèves ressentent une certaine cohérence quand on va avoir des exigences ou des apprentissages qui seront diffusés à travers l'ensemble des disciplines. Mais il y a aussi des spécificités disciplinaires. C'est-à-dire que parler en géographie, ce n'est pas la même chose que parler en sciences ou que parler en français, d'une certaine façon. Donc ces trois niveaux font que toute la communauté enseignante est impliquée, mais de façon différente. Alors, en français, les programmes définissent des objectifs d'apprentissage qui sont spécifiques, notamment les capacités d'analyse critique, donc à partir d'éléments entendus, travaillés, de reprise de ce qui a été dit, et également l'idée que la parole peut être utilisée à des fins créatrices, c'est-à-dire travailler sur le son, travailler sur la production, la production d'œuvres orales, travailler sur la manipulation du langage, etc. Et en même temps, en français, il y a la nécessité la possibilité de coordonner un objectif langagier et des objets d'étude langagiers. Par exemple, en orthographe, échanger pour justifier une orthographe, tout le travail qui peut se faire autour d'exercices sur l'orthographe qui sont assez divers, du type, les Canadiens appellent ça la dictée zéro faute ou la phrase du jour. Enfin, il y a différents exercices d'orthographe qui permettent de travailler à l'oral la question de l'orthographe. On va apprendre quelque chose de particulier qui est la justification. La justification, c'est une opération particulière au cours de laquelle on explique que l'on a raison, les raisons pour lesquelles on parvient à une conclusion. Et il y a un certain nombre de règles à apprendre pour parvenir à cela. Donc on travaille les deux en même temps. Mettre en voie une œuvre littéraire, c'est faire une partie de l'explication de texte. Donc là, il s'agit d'un travail qui est articulé avec l'objet français. Et mettre en voie une œuvre littéraire, ça a un double intérêt. L'intérêt de travailler sur l'œuvre littéraire et l'intérêt de travailler la parole sans avoir à faire produire le texte par les élèves, puisque le texte est à disposition. Les programmes insistent sur la lecture à voix haute. La lecture à voix haute est souvent employée comme une forme simplement de vérification de la lecture. C'est tout à fait autre chose. La lecture à voix haute, c'est la conduite simultanée de deux activités langagières très complexes, que j'ai montré sur le schéma tout à l'heure. La lecture, la production verbale d'une part, la lecture qui est en décalage. C'est-à-dire que lorsqu'on oralise le début d'une phrase, on est en train, avec les yeux, de lire la fin de la phrase. Et quelquefois, on est à la ligne du dessous. Donc, on doit mettre en mémoire ce qu'on est en train de lire
pour pouvoir et essayer de comprendre en même temps pour pouvoir lire à voix haute. Autrement dit, ça se travaille. Ça ne peut pas être simplement une vérification. Ça ne deviendra automatisé que si c'est vraiment travaillé. Les disciplines linguistiques, les langues vivantes, ont un programme de travail sur l'oral qui est extrêmement précis, qui est décliné par le CECR. Et là, les exercices, tous les éléments sont bien répertoriés. La théâtralisation, les enregistrements, le retour sur enregistrement, la correction, ça fait partie des habitudes de l'enseignement des langues étrangères. On peut très bien le transposer pour le français. Travailler à partir d'un enregistrement, revenir sur l'enregistrement. Tout ce qui a été fait pour les langues étrangères, tout ce qui est fait pour le FLE, peut très bien être basculé pour le français langue maternelle, comme tous les outils pédagogiques sont extrêmement performants. Maintenant, si on passe à l'ensemble des enseignements, il y a quelque chose de particulier qui est à travailler dans disons, la production orale, qu'elle soit monologale ou qu'elle soit dialogique, c'est l'idée de faire entrer les élèves dans un registre scolaire. C'est un point sur lequel des sociolinguistes comme Elisabeth Bauthier insistent beaucoup. La réussite des élèves tient beaucoup à leur capacité d'entrer dans ces registres. Alors, on emploie le terme de registre et pas du tout de niveau de langue. Ce n'est pas une question d'être familier, pas familier, etc. C'est d'être dans le mode de pensée, dans l'univers mental d'une discipline. Donc, quand on est dans le champ d'une discipline, les modes d'argumentation, ce qui va faire preuve, et le lexique a des fonctionnements particuliers. Je vais montrer un exemple là, pris dans une classe de 5e qui est à la fois qui est un travail, disons, conjoint mathématiques, géographie. Et je donnerai après un autre exemple. Dans cet exemple, les élèves ont à fabriquer une représentation du système scolaire, système solaire. Voilà un beau lapsus. C'est plus facile peut-être de représenter le système solaire que le système scolaire qui est affreusement compliqué. Donc, au début des échanges entre eux, Alexis parle de grosses boules et Thomas de soleil. Ils ne sont pas exactement sur le même plan à ce moment-là. Il y en a un qui parle de l'objet qu'on fabrique et l'autre de l'objet qu'on représente. Ils ne sont pas tout à fait sur le même plan. Dans la phase 2, les échanges sont très longs. Julien parle du soleil et il lit les deux. Il dit le soleil ferait 109 cm. On est en train de relier l'objet représenté et sa représentation. Dans la phase 3, Thomas revient et dit on fait le rond, c'est-à-dire donc il est passé de soleil à sa représentation. Le professeur intervient et dit il faudrait le représenter par un disque. Et le mot disque, introduit au bon moment par le professeur, fait basculer dans l'univers mathématique. Germain dit c'est ça le diamètre, ça c'est la moitié, et Julien, donc on ferait 109 cm divisé par 2. Ils sont entrés dans l'univers mathématique et plus dans l'univers du bricolage. Ils ont quitté simplement le faire pour être dans des calculs de géométrie à ce moment-là. Alors, c'est donc qu'ils sont, grâce à l'intervention ici de l'enseignant, ils ont changé d'univers. Un autre exemple que je peux donner, je ne l'ai pas mis là sur le diaporama, il y a beaucoup de mots qui sont polyvalents, qui ont un sens dans le langage ordinaire et un sens dans le langage disciplinaire. Et si on ne fait pas attention à cela,
et qu'on n'arrive pas à faire basculer les élèves dans l'autre univers, ils vont rester avec le sens ordinaire. Alors je donne l'exemple de 2 mots qui sont utilisés en géographie, le mot risque et le mot échange. Ce sont des mots que tous les élèves connaissent. Mais le mot risque, pour un élève, c'est courir des risques, etc. En géographie, ça a un sens très technique. Il faut arriver à entrer dans l'univers de la géographie, et c'est bien par la conduite de la discussion qu'on va entrer dans cet univers et employer risque dans le bon sens, ou le comprendre dans le bon sens. Même chose pour le mot échange, que les élèves connaissent dans le monde sportif. Il n'a pas du tout le même. Et puis les échanges entre eux, mais ça n'a pas du tout le même sens en géographie. Et très souvent, on peut ne pas le reconnaître. Donc, il faut se dire que tous les enseignements amènent à passer d'un registre quotidien à un registre scolaire, et surtout, il va falloir le signaler. Je vais donner plutôt cet exemple-là. Tous les enseignements permettent de mobiliser des compétences langagières. Que ce soit en histoire, en EPS, en mathématiques, en sciences, en arts. Ce seront des compétences différentes. Et ce qui sera important, c'est qu'elles soient désignées par le professeur au moment où elles s'expriment et qu'il dise bien ce qui est en train de se passer. Qu'il signale aux élèves qu'ils sont en train de faire un double apprentissage, un apprentissage disciplinaire et un apprentissage langagier. Ce n'est pas au professeur de géographie de mener ces apprentissages-là, mais en signalant que cet apprentissage s'opère par la pratique, en les rendant conscients, en rendant les élèves conscients de la performance langagière qu'ils sont en train de réaliser, en les aidant à la réaliser, ils contribuent à cet apprentissage. Parce que c'est un apprentissage qui ne peut pas être ni totalement implicite, ni totalement explicite. Totalement explicite, ça serait un enseignement. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours d'interaction. On est sûr que ça ne donnerait rien. Ou bien laisser uniquement les interactions se faire sans jamais intervenir pour les réguler. Donc c'est un équilibre entre les deux. Et enfin, tous les enseignements donnent l'occasion de prestations préparées relevant de genres oraux. Ça signifie que les élèves ont bien travaillé les contenus en amont et peuvent participer à un certain nombre d'activités intéressantes. J'ai indiqué ici 2 exemples, parce que ce sont des exemples que j'ai pu voir mis en œuvre. Un jeu de rôle pour débattre d'une question en géographie. Les élèves avaient à représenter différents pays qui se trouvaient être concurrents pour obtenir une subvention et l'installation d'une manifestation sportive. Pour faire cela, les élèves qui étaient donc les ambassadeurs de pays qu'on leur avait attribués avaient dû se documenter de façon extrêmement précise. Donc ils avaient une documentation, ils avaient des sources, ils avaient travaillé cette question, et dans l'interaction, il fallait à ce moment-là qu'ils mobilisent les sources au bon moment. Ça a été un travail très très sérieux mené par les élèves. Ou une émission de radio scientifique, c'est quelque chose qui se prépare. Donc tout ce qui est préparation de l'oral, ça ne veut pas dire réciter à l'avance, ça veut dire former son esprit à pouvoir dire. Tout cela, ça fait partie du travail qu'on peut mener dans l'ensemble des disciplines. Alors ça suppose aussi que les professeurs se mettent d'accord sur les définitions et les dénominations des tâches. Parce que les choses seront apprises par les élèves si elles sont désignées. Il faut, quand les apprentissages sont montrés, il faut qu'ils soient fixés et nommés. J'ai mis ici quelques termes.
argumenter, démontrer, expliquer, si je prends ces... justifier, expliquer, si je prends ces ensembles de termes, ne signifie pas tout à fait la même chose. Argumenter a pour finalité de faire adopter une opinion par quelqu'un. Donc c'est bien l'opinion qu'on va défendre, le point de vue qu'on va défendre. Démontrer, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est une procédure, disons, calibrée en mathématiques et qui consiste à déployer une démarche en montrant toutes les phases de la démarche jusqu'à parvenir à une conclusion. Donc on est davantage dans l'ordre du scientifique, alors que argumenter, on n'est pas nécessairement on n'est même pas souvent dans l'ordre du scientifique. Maintenant, je prends justifier, qui est le troisième terme qui rentrerait dans cette série. Justifier, c'est montrer qu'on a eu raison de parvenir à la conclusion à laquelle on est parvenu. On dit toujours justifiez votre réponse. Et non pas expliquer votre réponse. Ça serait tout à fait autre chose. Justifier, c'est dire qu'on est juste. Donc montrer pourquoi on a raison de dire telle ou telle chose. Donc on est dans une position toujours de défense dans la justification. Et maintenant, je vais opposer expliquer et expliciter. Expliquer, c'est rendre compte des liens, des liaisons entre les différents éléments d'un phénomène. C'est rendre compréhensible ce phénomène ou ce processus. Expliciter, c'est déployer le sens d'un mot ou d'une expression. C'est rendre plus clair l'expression ou le terme qu'on a employé. Donc on explicite son propos et on explique un phénomène. Reformuler, on sait ce que ça veut dire, c'est assez facile. Résumer, synthétiser, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque dans le résumé, ce sont deux opérations de condensation, mais dans le résumé, on suit, disons, la linéarité du propos, et dans synthétiser, on extrait les éléments saillants. Si les professeurs se mettent bien d'accord sur ces termes-là, les élèves vont comprendre comment ça fonctionne parce qu'on ne leur donnera jamais une définition précise. C'est bien dans la désignation à chaque fois de l'acte qu'on leur demande, dans la reformulation qu'on opère, qu'ils vont comprendre comment ça fonctionne. Et ça leur donnera une palette, finalement, d'outils intellectuels pour s'exprimer. Il faut avoir des connaissances, mais il faut avoir aussi cette palette de ressorts, d'instruments qui permettent d'étayer un propos. Ça signifie que dans la classe, on se donne comme consigne d'avoir des micro-tâches récurrentes imposées aux élèves où régulièrement on va demander à un élève de reformuler ce qu'un autre a dit ou bien de synthétiser ce qu'on a pu apprendre et pour les habituer à réaliser ces opérations qui sont des opérations articulant écoute et production. Alors je distingue tâche et conduite. Une tâche, c'est quelque chose qui est prescrit. Une tâche, c'est ce qu'on demande à quelqu'un de faire. Les conduites langagières, elles sont spontanées. Spontanément, vous allez avoir dans votre classe un élève qui va reformuler ce qu'un autre élève a dit ou qui va expliciter ce qu'un autre élève a dit. C'est assez spontané. Dans ce cas-là, vous profitez de cette occasion pour désigner ce qu'il a fait et valoriser ce qu'il a fait, quand c'est bien fait. Bon, quand c'est une déformation, peut-être pas la peine d'insister. Donc ça, ce sont des
des consignes qu'on peut se donner dans une équipe pédagogique, dans les moments où on travaille ensemble, se dire l'oral, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. En français, je prends à ma charge un certain nombre d'éléments, mais si tout le monde se met bien d'accord sur un certain nombre de points, après, on va les exiger dans sa classe, mais voilà. Maintenant, je vais déployer quelques autres éléments pour montrer comment on peut construire une progressivité. Je pense en particulier au cycle 3, qui est un lieu problématique de l'école, mais pas seulement. Le fait que les programmes présentent des cycles amène les enseignants à réfléchir véritablement aux questions de progressivité et à les construire. Voilà. Donc là, je vais vous signaler quelques variables sur lesquelles on peut agir et qui permettent de graduer des tâches qui sont toutes un petit peu du même ordre, mais qu'on peut rendre de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles en jouant sur ces paramètres. Alors, sur le travail de groupe, c'est évidemment la complexité de ce dont on va parler qui est un élément fort. Est-ce que ce sont des choses connues, pas connues ? Quelque chose que je recommanderais, qui est de donner, au moins dans les débuts, des critères d'achèvement et de réussite. Si vous demandez aux élèves de trouver des arguments pour défendre telle ou telle position, ou qui peut être, disons, un premier début dans l'argumentation, c'est bien de leur dire le nombre. Trouver 2 arguments différents pour défendre telle position. Et par la suite, on peut aller vers une pensée plus complexe, trouver 2 arguments pour défendre et les 2 contre-arguments, les 2 objections, enfin les objections qu'on pourrait faire à ces arguments. Voilà. Ainsi, les élèves savent quand ils ont réussi la tâche. Parce que simplement argumenter, ça n'est pas une... voilà. La question aussi des règles sociales qui vont réguler le travail de groupe. On peut imaginer que dans les premiers temps, c'est l'enseignant qui explique bien comment doit fonctionner le groupe. Dans un deuxième temps, c'est la classe qui reformule les règles. Et dans un troisième temps, ce sont les élèves qui sont en mesure de décider de leurs propres règles et de les édicter avant de commencer à travailler. Enfin, toujours dans le travail de groupe, des variables d'étayage. C'est-à-dire l'intervention de l'enseignant, elle va porter sur le contenu, sur la formulation, sur le raisonnement. Bon, est-ce que là, ce sont aussi des choix ? Alors, un enseignant, en fait, ne programme pas tout cela à l'avance. Mais il peut se dire que son intervention sera prioritairement sur la question des contenus. Ou bien, avec un groupe qui fonctionne mieux, plutôt sur la formulation. Ça sera à lui de voir, il sait qu'il a ces variables à sa disposition. C'est l'enseignant qui rectifie, qui fournit les ressources, ou bien il signale simplement les problèmes. Là aussi, ce sont des aides différenciées. Voilà. Et un dernier cas que je veux signaler, que je trouve extrêmement intéressant, par rapport au travail de groupe ou par rapport aux prestations individuelles, le coaching, qui consiste à demander à un petit groupe d'élèves de préparer un de leurs camarades à faire une intervention. C'est très difficile, par exemple, de faire des exposés aux élèves, parce que peu d'élèves vont passer. Et donc, peu d'élèves tireront profit de cela. Si on décide que c'est un petit groupe qui prépare l'exposé, mais qui prépare également, qui va entraîner l'élève à la prestation orale,
éventuellement au moyen d'enregistrement, tout le groupe travaille sur ce qu'est une prestation orale. Alors, quels sont les indices de... Oui, voilà, c'est aussi effectivement un des problèmes que ça pose. Les indices de progression qu'on peut se donner. Parce qu'on passe de groupe en groupe, on voit des élèves qui travaillent, en imaginant que la chose se passe bien. Il y a un certain nombre de points qu'on peut observer, puisqu'on ne va pas pouvoir évaluer l'oral, évaluer le travail de groupe. C'est très difficile, on ne peut pas mettre une note, mais vous pouvez retenir un certain nombre de points qui vous permettront après de parler aux élèves de ce qu'ils ont fait. Et de dire, voilà, bon, dans votre groupe, vous avez proposé, le contenu était intéressant, vous avez proposé, mais dans votre démarche, il y a telle et telle chose qui se sont passées, qui sont intéressantes ou qui sont à revoir. Et là, j'ai mis des éléments intéressants à observer. Bon, la précision lexicale et le registre dans lequel il se situe, mais la refocalisation de l'attention ou du thème par un participant. Vous avez un des élèves du groupe qui dit aux autres attention, on est en train de parler d'autre chose. Ou bien attention, on est en train de se distraire. C'est quelque chose à signaler quand il y a une intervention de cet ordre. Ou bien tout le groupe est capable de maintenir le thème. Maintien de ce que j'appelais l'univers, c'est-à-dire ils sont toujours en mathématiques, ils sont toujours en français, ils sont toujours dans... Voilà. Qualité des arguments, la reformulation. Quand un élève reformule à l'intention des autres ce qu'a dit un camarade, on est vraiment dans un travail de groupe efficace. Le fait d'être capable de faire des résumés partiels, des petites récapitulations. Dans des enregistrements que nous avons de travail de groupe, on voit des élèves, à un certain moment, être capables de dire « mais un tel a dit telle chose et un tel a dit telle autre chose, donc on n'est pas d'accord ». C'est excellent qu'un élève arrive à dire ça. Donc il faut le signaler. Après, faire un retour aux élèves dans lequel on leur dit « mais j'ai entendu des choses très bien, j'ai entendu... Alors, on passe de groupe en groupe et on s'arrange pour essayer de trouver un point positif sur chacun des groupes, qui est parfois un peu artificiel, mais on essaye. Et puis, la manière dont les arguments des uns et des autres ou les exemples sont intégrés au propos final. Donc tout ça, ça vous donne des indices de la qualité du travail de groupe qui permettent d'en parler et de l'améliorer. Parce que sinon, c'est assez difficile. Hein. On les met en groupe et puis on regarde la prestation après. Autre point important, je prends un deuxième exemple de travail oral en classe, les débats. Faire un débat, d'abord ça se prépare et ça repose toujours sur une problématisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la question qu'on pose introduise une réponse immédiate. Mais ce n'est pas du tout la même chose de faire un débat citoyen, un débat scientifique, un débat interprétatif comme on le fait en français. Parce que l'objectif n'est pas du tout le même. Le débat citoyen, ce qu'on va apprendre, je dirais, c'est les règles démocratiques. Par exemple, dans ce qui s'appelle des classes coopératives, où les élèves décident d'un certain nombre de choses, on propose par exemple le choix entre deux sorties possibles, aller au théâtre ou aller au cinéma. Il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse. Mais ce qui est important, c'est de trouver une solution acceptable par tous. Et là, c'est vraiment la recherche de l'accord et de l'acceptabilité. Dans le débat scientifique, il faut administrer une preuve. Donc la visée n'est absolument pas la même. Et ceux qui ont raison, c'est ceux qui ont trouvé la bonne solution.
Et dans le débat interprétatif en français, à propos d'un texte qui présente une ambiguïté ou qui offre plusieurs interprétations, il faut essayer de rendre plausible son interprétation. Mais ce n'est pas forcément la meilleure. La manière de ressentir un texte n'est pas forcément la meilleure. Mais il faut qu'on arrive à convaincre les autres que c'est possible. Donc on a des enjeux qui sont très différents, et ça, il faut vraiment que les élèves le sachent, qu'on n'est pas en train d'administrer la preuve en français. Bon, c'est pas tout à fait vrai quand on est en train de chercher des indices grammaticaux, mais c'est pas le même exercice. Ça signifie que la préparation de débat, elle doit véritablement se faire. On doit cadrer, indiquer ce à propos de quoi on peut discuter et ce à propos de quoi on ne peut pas discuter. Les valeurs et les croyances, ça ne participe pas de l'argumentation. Ça concerne chaque individu. En revanche, les idées et les phénomènes, on peut en discuter. Alors, en géographie, quand on traite de questions socialement vives, c'est extrêmement important de mettre en avant ce à propos de quoi on peut discuter, ce à propos de quoi on ne peut pas discuter. Et ce sur quoi on va travailler. Donc, on va clarifier les visées de l'argumentation, anticiper le résultat, on doit parvenir à un accord ou non, et c'est une manière de travailler. Alors, j'ai donné aussi l'exemple du jeu de rôle, qui est un moyen aussi de travailler le débat. Il faut d'abord se représenter l'univers mental des personnages qu'on va représenter. Je reste sur cet exemple-là, et puis je vais passer ensuite à mon dernier exemple didactique. La préparation de débat, c'est quelque chose qui doit être tout à fait travaillé. On doit déterminer, là aussi on peut avoir des progressions. Collecter les informations ou les classer, c'est pas la même chose. Les élèves vont sur Internet, et savent tous faire ça. Tout ce qui est des entraînements, des micro-débats, tout ça, ce sont des préparations qui permettent donc de graduer le débat. Un débat, c'est pas aujourd'hui j'arrive, je n'ai rien préparé pour ma classe, donc on va faire un débat. Ça va toujours occuper 1 heure. Non, on est à peu près sûr qu'il ne se passera rien, enfin que les élèves n'apprendront rien. Voilà. Et le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'écoute, qui fait partie de l'oral. Je ne l'ai pas mis en premier. Souvent, on le met en premier, mais je ne crois pas. L'écoute, ça peut se travailler aussi. Il y a, disons, 4 points qu'on peut travailler. L'outillage. Ça sera une écoute avec notes, sans notes. Il y aura des documents, pas de documents. Est-ce que les auditeurs devront avoir préparé l'écoute ou pas? Donc, quand un camarade fait une prestation, c'est quelque chose qui peut, ou quand on va montrer un document, c'est quelque chose qui peut se travailler. L'objet de l'écoute, évidemment, est-ce que c'est une écoute pour laquelle on a des supports, pas de supports? L'enjeu, et surtout ce qu'on va en faire ensuite. Et ce qu'on demande aussi aux élèves de retenir particulièrement. À la fin de l'écoute, ou par la suite, vous aurez à peut-être fournir quelques mots-clés qui vous permettront de résumer ce que vous avez entendu, enfin de donner votre impression principale à propos de ce que vous avez entendu. Ou bien, parmi ce qui aura été dit, quel est l'exemple qui vous aura le plus frappé? On les prévient avant. Ce n'est pas la peine de les mettre en situation d'écoute sans leur donner la tâche. Par la suite, ils seront capables de se donner ces multiples tâches. Voilà. Est-ce que vous aurez à retenir l'ensemble du propos ou sélectionner des éléments? Donc tout ça, ça peut se préparer. Et pour ma part, je vous ai infligé une écoute sans préparation et je vous remercie d'avoir été sage.